Bonjour et bienvenue sur Contribution. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Contribution, c'est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Dans chaque épisode, nous mettons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou visionnaires. Nous explorons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contribution, le podcast qui explore les multiples facettes de l'entrepreneuriat, de la résilience et de l'impact que nous avons sur la société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités très spéciaux, non seulement parce qu'ils sont de ma famille, mais aussi en raison de leur parcours professionnel très riche et inspirant. Alors, on va pas dire tata et tonton, mais presque. Ce sont deux âmes entrepreneurs qui ont navigué à travers diverses expériences, du monde de la banque à la création d'entreprises, en passant par l'enseignement et l'investissement en IMO, avant de se lancer dans une nouvelle aventure dont nous parlerons probablement en Guyane. Leur histoire, c'est un témoignage vivant, on va dire, de la recherche de sa voie, des joies et des défis de l'entrepreneuriat, du travail en couple, et puis du désir d'explorer de nouveaux horizons. Aujourd'hui, ils sont là avec nous pour partager ce voyage, les leçons apprises en chemin et comment ils contribuent à leur manière à la société. Séverine et David, bienvenue dans Contribution et merci de m'accorder le temps. Merci à toi Sabrina. Merci Sabrina, c'est avec grand plaisir. Et bonjour à tous. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre de manière très très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer qui vous êtes et peut-être revenir un peu sur votre parcours professionnel, par où ça a commencé et pourquoi vous avez choisi ces voies-là pour démarrer vos carrières. Donc David me regarde, donc je commence avec grand plaisir. Quel grand homme. Donc moi je suis Séverine, j'ai bientôt 49 ans, je suis enseignante en lycée professionnel. J'ai eu un parcours atypique, en fait j'ai commencé par une voie un petit peu bis, j'ai eu très peur d'accéder au lycée général. À la suite du collège, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi et j'ai préféré faire un BEP comptabilité gestion. Ensuite, comme j'avais de très bons résultats, que j'avais pris confiance, à l'époque on était on est dans les années 90, j'ai fait ce qu'on appelle une passerelle et je suis allée en lycée technologique, j'ai obtenu un bac STT, alors c'est les nouveaux bacs STMG aujourd'hui. Donc j'étais plutôt destinée à la comptabilité gestion et le BTS m'a pas du tout convenu. Au bout de la première année, au mois de mai au lycée, on m'a dit c'est bien gentil mais là ça va pas pouvoir le faire et je me suis dit je me suis effondrée un peu au début mais je me suis rendu compte que c'était une chance parce que je me suis vite réorientée sur un BTS axé sur la force de vente, ça s'appelait comme ça, ça me faisait énormément travailler en fait, ça je me rendais pas compte à l'époque mais comme j'étais une timide maladive, ce qui fait que dans une assemblée, je pouvais même pas adresser la parole à quelqu'un, donc c'était complètement improbable pour moi de partir en BTS force de vente et j'ai souffert. Et j'étais donc en alternance entre Rennes, Honfleur, on habitait à Caen. C'était le début de notre vie, en fait, je me rends compte maintenant, de petits baroudeurs, on va dire. Pour moi, le début vraiment d'une vie très riche et qu'on va peut-être développer un petit peu juste après. Je vais laisser la parole à David peut-être. Voilà, là, en gros, pour situer, je me situe aux alentours de la vingtaine, vers 23 ans là, à peu près. Merci Seb. Puisque tu en as commencé par là, moi c'est l'année du demi-siècle, dans moins d'un mois, un tout petit peu plus d'un mois, c'est le demi-siècle. Et pour répondre à ta question, Sabrina, je dirais qu'effectivement, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs vies successives et qui dans l'enchaînement nous ont toujours apporté quelque chose pour la vie d'après ou pour la vie qu'on avait envie d'avoir après ou qu'on a encore envie d'avoir après. Année 95, je pars aux États-Unis, j'habite à San Francisco, je termine mes études là-bas, je bosse, je rencontre des gens absolument improbables
dans le show business, dans la partie, de l'Ouest américain. Moi, venant d'une famille purement ouvrière, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là et de vivre avec ces gens-là pendant un certain temps, effectivement, et ça a été juste fabuleux. Ensuite, une arrivée, un retour en Normandie, et puis là, effectivement, une carrière d'une dizaine d'années dans la banque assurance, du guichet où à l'époque on était en francs jusqu'à la partie gestion patrimoniale et gestion de fortune. De là est arrivé d'une rencontre, d'une opportunité, d'un échange aussi bref qu'intense et aussi challengeant qu'intéressant, création d'une entreprise, un cabinet de formation que j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années jusqu'en mars 2020, date assez notoire ou notable pour bon nombre d'entre nous, pour bon nombre d'entre vous, et vous avez tous compris le motif qui se pose en mars 2020. De là, l'entreprise s'arrête immédiatement, c'est même pas un coup de frein, c'est un coup de frein à main dans toute l'activité, dans tout le chiffre d'affaires. Et là, comme j'ai un mantra dans la vie qui dit que dans chaque pépin, il y a une pépite, le pépin, il était là pour tout le monde. De ce pépin, on a travaillé, on s'est posé des questions avec Séverine pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pépin se transforme en pépite. Donc du coup, j'ai rebondi dans le salariat, où j'ai repassé de la casquette de travailleur indépendant, où au passage, en tant que travailleur indépendant, je n'avais jamais été aussi dépendant que de mes clients pendant cette période-là d'indépendant, où effectivement, quand on en parle dans le réseau relationnel, c'est chouette, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, t'es libre, et puis financièrement, ok, c'est vrai, soit, c'est vrai. Pour autant, effectivement, la principale dépendance que je capitalisais, que je constatais, c'était la dépendance à mes clients, qui, eux, étaient sans aucune pitié. C'était la télé-réalité, c'est-à-dire tu restes ou tu quittes la pièce, et donc du coup, à ce sujet-là, c'était passionnant. J'ai réendossé le costume de salarié avec une période d'adaptation d'à peu près 5-6 mois, le temps de retrouver la zone de confort pas dans le côté hiérarchique de la chose, parce que j'ai jamais souffert de ça, mais dans le côté habitude ou réhabitude de fonctionnement dans une entreprise beaucoup plus grosse que la nôtre, celle dans laquelle j'ai eu la chance d'avoir Séverine en tant qu'associé et également salarié pendant plusieurs années. Et donc, effectivement, ça a nécessité un petit changement. Et puis de là, un projet qu'on avait nourri, ça a duré 3 ans cet épisode suite au Covid, et de là un projet qu'on avait nourri il y a près de 17 ans en arrière avec Séverine, qui est une mobilité en Amérique du Sud, en Guyane, là où on se trouve actuellement pendant l'enregistrement de ce podcast. Eh bien, nous sommes là, en Guyane, en Amérique du Sud, et effectivement, ça a été un vrai choix, une vraie motivation que de redémarrer une nouvelle vie à quasiment 50 ans, avec un ado de 15 ans, bientôt 16, qui nous suit dans cette aventure, qui est d'une force pour s'adapter à ce nouvel environnement, à tout ce qui est différent, totalement différent de la métropole. Et donc, cet enchaînement de plusieurs vies fait que ça nous apporte toujours quelque chose, et ça permet effectivement de refaire des fois les mêmes erreurs, mais également d'apprendre des passages un peu compliqués du passé. Ça, c'est sûr. Les transitions peuvent être parfois un peu plus douloureuses que ce qu'on aurait aimé. Toi, Séverine, donc, tu as eu une expérience dans la vente. Oui, exactement. En milieu bancaire. Alors, c'est vrai que je mets toujours un peu des guillemets. Désolée pour tous mes collègues, les anciens collègues. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu atténué, mais j'ai commencé donc à la Poste. Donc, on n'avait pas la même approche que David. Enfin, on était un petit peu en concurrence tous les deux parce que David était chez un concurrent, mais vraiment très bien présent dans la région allemande. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même métier, mais j'avais quand même plus de responsabilités à gérer directement un portefeuille. Donc c'était une gestion différente, mais qui me convenait vraiment bien. Et pour moi, je pense inconsciemment continuer dans l'entreprise qui avait embauché mon papa. Et j'ai fait mes armes dans cette entreprise, c'était chouette. Et après, ce qui a fait que tu as mis fin à cette carrière, et quelles ont été tes aventures suivantes? Oui, alors le vrai premier déclic, c'est la maternité. Je suis maman et il se passe quelque chose, je pense. J'avais vraiment... Enfin, ça fait réfléchir, voilà. Ça m'a fait énormément réfléchir sur mes choix, vraiment. Je pensais avoir fait le tour du métier et j'ai tenté à l'époque une première fois le concours de l'enseignement. On était donc en 2006 à l'époque, c'était la tendance inverse d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de candidats que de postes. J'ai fait une pause pendant 1 an pour préparer ce concours, je vais aux oraux et puis c'était pas le moment pour moi et j'ai bien compris que finalement, heureusement que j'ai pas eu ce concours quand j'avais 30 ans en fait, parce que j'étais pas prête. J'avais vraiment besoin de me construire, de solidifier en fait, consolider ma confiance, mon rôle et
ma prestance. Et ça, j'ai eu la chance de le faire grâce à la création de cabinet de formation dont David parlait. Où au début j'étais assistante, je gérais toute la partie administrative en back-office et à un moment j'avais tellement envie de me lancer parce que je sentais qu'il fallait, on fonctionne beaucoup au feeling, quoi. On sent qu'il faut aller par là en fait et ça peut pas s'expliquer et on sait qu'on a quelque chose à apprendre, il y a des claques à prendre, c'est sûr parce que rien ne se fait gratuitement, rien ne se fait facilement, mais je pense que quand on vit ça c'est qu'on progresse personnellement et en fait on sait pas ce qu'on va chercher, mais on sait qu'on a quelque chose à trouver. Du coup, je me lance en tant que formatrice. Alors, rebelote, parce que ça, c'est mon chemin de vie. Il faut que ce soit difficile. J'apprends à mes garçons, surtout à Titouan, moi, le grand, que lui dire que vraiment, il n'y a pas besoin de prendre des claques jusqu'à 40 ans pour eux. Pas nécessaire que ça fasse mal, effectivement. Et du coup, ils ont bien vite compris. Ils ont une vingtaine d'années d'avance et je suis bien contente. Et en fait, ça m'a énormément plu. Personnellement, il a fallu qu'on s'organise parce qu'on était absents tous les deux en même temps. Parce que le cabinet de formation qu'on dirigeait, effectivement, on avait des clients dans toute la France métropolitaine et toute la France domienne. Donc, il était extrêmement régulier que je sois à Brest et que Séverine soit à Nice ou que je sois en Guadeloupe et que Séverine soit en Corse, par exemple. Alors qu'on avait deux enfants qui avaient quel âge à l'époque? Justement, on en reparlait avec Noé. Je me suis lancée et nous nous sommes lancés dans ces absences en ayant bien posé les choses avec les garçons parce que au début, le deal c'était de dire seulement pour 3 à 4 nuits d'absence par mois, j'arrivais à avoir un salaire qui nous convenait. 3-4 nuits par mois, bon ça va, on se dit c'est gérable. Donc il nous a fallu recruter un babysitter. En gros, on les gardait 1 an à peu près, donc c'était très intéressant. Je trouvais que moi c'était une ouverture sur l'extérieur. On fait confiance aux personnes extérieures pour prendre le relais. Bon, et puis en même temps, moi je développe mes compétences. Je trouvais qu'il y avait un équilibre en fait de pas forcément beaucoup. Pas attendre en fait forcément que les enfants soient grands pour faire des choses parce que je pense que quand le train passe il faut le prendre. Des fois il repasse pas 2 fois quoi. Voilà, donc là j'y suis allée et j'ai pris goût déjà au déplacement, parce que j'adore ça. Moi je me suis principalement déplacée dans toute la France et j'ai adoré tout ce côté logistique, tout ce côté découvrir, être dans le mouvement et puis toujours être sur l'ouverture et puis aller sortir de ma zone de confort parce que j'étais dans un stress. Parce que là, à l'époque, la timide maladive, elle était terminée parce que, heureusement, face à un public, il a fallu que je travaille beaucoup, mais toute seule. Enfin, aussi, on a été bien accompagnée avec aussi nos associés de l'époque et je me filmais, je me regardais. Ça, c'est horrible, mais c'est essentiel. Formateur, je pense que comme ça on voit ce qui va pas et puis après on prend tellement de plaisir à être à l'aise en salle, à mener son groupe, c'est un métier tripant, c'est vraiment chouette. Quand on fait une formation avec des applaudissements, à chaque fois on était noté. Donc j'ai évolué en compétences. Et ensuite, je partais comme David. Le deal avec les garçons, c'était de dire au début, je m'absente tant de jours, mais on profite à fond quand je suis là. Donc, je viens vous chercher à l'école, tout ça. On avait un vrai équilibre, c'était vraiment chouette. Et là, par contre, ça a duré, je pense, 3 ans et je commençais à pleurer toute seule à l'hôtel. Et puis, si je peux me permettre, tout à l'heure, je parlais de dépendance. En tant qu'indépendant, c'est là où nous sommes rendus dépendants vis-à-vis de certains clients par rapport à l'appât du gain. La valorisation de se dire ah ouais mais on avait dit 4-5 jours puis finalement ils nous redemandent et ils nous redemandent et ils nous redemandent, donc du coup il y avait un jeu très 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 pernicieux entre eux, moi, nous deux avec Séverine, nous 4 avec les enfants qui s'étaient installés sans qu'on en soit maître de cette situation. Quand David parle de l'appât du gain, on s'est créé des besoins. Moi, la première, je nous appelle immobiliérovore. Depuis qu'on est tout jeune, on a été locataire que très peu de temps parce qu'on a voulu investir très jeune. Notre première maison, on a fait des petits travaux, on est tombé dans une époque, on a fait de belles plus-values. C'est une autre partie de notre vie que j'ai adorée et à un moment, je me suis même dit, mais je me verrais trop. Si j'avais la force physique ou quoi, c'est retaper ces maisons. C'est dans l'opérationnel. Je trouve ça tellement bien. Mais limite, après même, me dire tout ce qui est architecture et tout, je me dis, waouh, c'est
tellement passionnant. Là, on est devenu addict à ça, ce qui fait que à Valence, je crois qu'on a toujours fait attention à ne pas déménager les enfants de l'école, de changer d'école. À la plus courte durée où on est resté dans un appartement, où on a fait une très très grosse plus-value à 6 chiffres. On est resté 18 mois. Donc ça, avec l'avantage de pas avoir de fiscalité, tout ça, c'est tellement passionnant. Après, on se crée des besoins, on surconsomme, et c'est ça, en vieillissant, les années passent et ça fatigue. Et là, pour moi, juste avant le Covid, il y a eu un point de rupture au niveau physique, parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte que je tirais sur la corde. David m'alertait, hein. Il m'alertait, mais évidemment, plus il m'alertait, plus ça m'agaçait, et plus je ne l'ai pas écouté. Il a fallu que j'aille dans le mur. C'est là où j'ai eu ma claque. J'ai appris ce que c'était qu'une limite psychique, une limite physique, et pourtant, hein, David était mon œil extérieur, et je voulais pas le voir. Et là, j'ai compris que finalement, on est... Alors, je vais pas dire peu de choses parce que j'ai pas vu la mort en face, mais j'ai vu ce que c'était que de ne pas pouvoir bouger, de ne pouvoir que pleurer, parce que on est au bout du rouleau. Comme beaucoup de personnes, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver l'énergie déjà, et on a quand même eu beaucoup de distanciel, ce qui fait que ça m'a évité, parce que c'est sûr qu'avant d'en arriver là, c'était des journées de fou, des 2 heures de route par jour que je faisais, du 5h minuit, j'avais les 2 heures de route, j'avais les garçons, David était en déplacement, on avait des appartements en location courte durée, donc je faisais le ménage, et puis j'ai compris que il y avait moyen de aussi déléguer, de pas tout contrôler, et ça, si ça peut résonner, n'attendez pas d'aller au bout du rouleau pour déléguer, pour lever le pied. Et puis on n'est pas obligé de se faire mal et de souffrir pour c'est ralentir. Pour y arriver. Mais c'est marrant parce que c'est une forme d'héritage familial. On va dire que de génération en génération, il y a une certaine atténuation, et là, j'en suis pas certaine. Il y a un héritage, le sac à dos, il est bien présent. Pour autant, je crois qu'on en tire à chaque fois quelque chose qui permet d'en faire quelque chose de positif, de plus polissé parfois. Et puis, en fonction des périodes de vie dans lesquelles on se trouve, il y a des fois, ça revient en pleine tronche et ça fait mal. Mal, ouais, clairement. Donc, vous avez créé un cabinet de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif, une inspiration particulière? Est-ce que c'était un marché en croissance qui appelait ça, qui incitait à se lancer dedans, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? L'élément déclencheur, ça a été la rencontre d'une personne qui ensuite est devenue un de mes associés, qui fait qu'en fait, il a su parler au bon moment, dans le bon tuyau, de la bonne opportunité. Je crois que je m'essoufflais. J'étais arrivé dans un métier où je ne connaissais rien, où j'ai tout appris, où je me suis formé avec leur aide, mais auto-formé beaucoup, sur plein de points. Et je pense qu'en fait, j'avais atteint, je peux pas parler de plafond de verre parce qu'il n'existait pas il n'existe pas dans mon modèle du monde. Pour autant, j'avais atteint le plafond que eux avaient décidé de me mettre à ce moment-là. Et alors que moi, j'avais envie de péter le plafond et d'aller bien au-delà. Et je pense qu'effectivement, j'étais en train tout tranquillement de me faner, tout tranquillement de me dire, écoute, voilà, je suis bien payé, je vais leur en donner pour leur argent. Et c'est-à-dire que je faisais j'avais plus le supplément d'âme ou le dépassement de fonction qui faisait que j'arrivais à en faire plus, parce qu'en fait, je crois que j'étais un peu blasé de cet environnement-là à ce moment-là. Et la personne que j'ai rencontrée a su détecter ça, et ça s'est fait globalement la première rencontre en l'espace de 4 minutes, le temps que je le ramène de la salle de formation à la gare pour qu'il chope son train pour repartir dans une autre ville formée. Et puis le lendemain et le surlendemain, et ensuite on s'est, comme dans une histoire dans une rencontre amoureuse, amicale, on a commencé à échanger, à se challenger, à se fiancer. Une fois les fiançailles professionnelles entrevues, du coup on a commencé à entrevoir le mariage et ainsi de suite. Et puis voilà. Et là c'est parti pour une belle aventure de 15 ans, une aventure perso, pro et familiale. Et je mets le et familial en dernier parce que le fait d'avoir travaillé pendant quelques années avec Séverine a été une expérience fabuleusement enrichissante, avec des hauts, avec des bas. Les hauts, c'est tout ce qu'on connaît, la réussite, le plaisir de partager les victoires, monter une entreprise de toutes pièces. Et puis les bas, il n'y a plus la porte de la salle ou du bureau à fermer entre la vie pro et la vie perso. Et effectivement,
Le matin, on est au bureau, on peut parler du perso de la veille ou du pro à venir, et on est en train de préparer le repas du soir, et le perso peut être totalement absent et le pro totalement présent par rapport à cela. Donc la frontière est très très fine, et il faut, tu parlais tout à l'heure de communication à juste titre, il faut extrêmement maîtriser sa communication et ses émotions pour pouvoir effectivement réussir à être serein dans tout ça. Et dans la famille, je mettrai également, et aussi en particulier en avant, les enfants qui, quand on a commencé cette aventure, Titouan, notre grand ado de 21 ans aujourd'hui, avec quel âge? On va dire 9-10 ans, voilà. 9 ans, oui, 9-10 ans. Donc du coup, on lui a mis le marché en main, puis lui, il nous avait dit, écoute, vous allez bosser de toute façon, quoi qu'il arrive, autant que quand vous étiez salarié. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez cool et peinard le week-end quand on sera ensemble. Voilà à peu près sa vision à l'époque. Noé n'était pas de ce monde. J'ai eu le plaisir d'assister à son accouchement. C'était un grand moment pour moi. Sauf que du coup, un quart d'heure après l'accouchement, il fallait vite que je change de costume pour prendre un avion, pour partir en déplacement. Et ça a été... c'est des moments qui sont marquants. On a la chance d'avoir 2 enfants extrêmement ancrés, à l'écoute et dans la communication également, pour être content quand ça allait pour nous et pour savoir nous dire ou pour savoir nous alerter quand effectivement il y avait quelque chose sur lequel on était complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que eux aussi, directement ou indirectement, se sont nourris de nos réussites, de nos erreurs, de nos échecs, de nos doutes, des courriers de l'URSSAF que tu reçois en te disant fais gaffe, si tu continues à dépasser la ligne blanche, ça va faire mal. Tout ça, eux, en ont pris des éclaboussures positives, éclaboussures négatives, mais ils en retirent toujours quelque chose qui, même aujourd'hui, on le voit dans certaines de leurs prises de décision, ils se basent par rapport à ces expériences passées pour se dire, là, papa et maman, ils ont merdé, je vais essayer de faire différemment. Je vais en tout cas tester différemment. Ou là, papa et maman ont réussi à, et je vais essayer de capitaliser là-dessus pour prendre la bonne décision. Donc, oui, parce que quant à moi, tu peux pas te verser de salaire. Ça, c'est des moments difficiles dont tu parlais. Et aussi, quand tu parlais de familial, moi, ça m'a fait penser aux 5 premières années du lancement de l'entreprise. Je me suis pas du tout rendu compte qu'on travaillait tout le temps. On prenait jamais de week-end, en fait, du lundi au lundi. Et un jour, merci le gros cambriolage que nous avons eu à Valence. Grâce à ça, il y a une grosse entraide, une grosse solidarité de nos voisins. On a pu tous se côtoyer. Et puis là, je me suis rendu compte que nous avons repris une vie sociale parce que un des voisins a proposé de venir chez nous, on se rencontre, il faut qu'on prenne soin les uns des autres et tout. Donc c'est la pépite derrière ce pépin. On a encore tourné une autre belle page avec la création de besoins, mais bon, ça a été formidable de vivre ça. Je sais que David, il adore les bateaux. On a pu avoir pendant quelques années un voilier amarré tout à côté de Saint-Tropez grâce à notre connaissance du moment. Enfin, ça a été encore une belle rencontre qui nous a encore ouvert une porte. Et tout ça, voilà, une fois il a fallu faire du tri justement sur tout ce superflu. C'est ça qui est douloureux, mais je voulais moi en venir aussi aux valeurs. Ce chemin-là, de 2006, moi où j'ai testé le concours d'enseignante. Et ces 15 ou 16 ou 17 ans qui sont écoulés, c'était bien, mais je sentais que j'étais pas complètement comblée. Et il y avait quelque chose que je comprenais pas, qui ne me convenait, qui ne me satisfaisait pas, parce que j'avais vraiment envie et besoin d'agir pour l'intérêt public et général, quoi. On en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé à plusieurs reprises, mais dans une expérience professionnelle, il y a des hauts et il y a des bas, notamment la fin d'une entreprise, c'est une forme de deuil. Enfin, nous, je sais que c'est quelque chose qu'on a vécu l'an dernier, c'est un deuil qu'il faut faire un peu et de passer à autre chose. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce qu'on peut en retirer des leçons ou des choses à mettre en pratique? Pour répondre très concrètement à ta question, Sabrina, mal pour une raison, et la principale raison, c'est l'injustice de la situation. Je ne suis responsable en rien du dépôt de bilan qui m'est imposé par la situation. Et donc, fort de ce constat, puisque je n'ai pas prise sur cette injustice, puisque je n'ai rien à me reprocher, si le manque de trésorerie dans l'entreprise, soit, mais puisque je n'ai rien à me reprocher concrètement sur ce ne sont pas mes qualités qui sont remises en cause. Ce n'est pas mon fonctionnement qui est remis en cause. Ce n'est pas la qualité de la prestation ou des prestations que je dispensais en salle qui est remise en cause. J'ai
eu du mal, comme tu disais, une petite mort, moi je dirais une grande mort, ouais. J'ai eu du mal avec ce principe-là et ça a mis au moins 18 à 24 mois personnellement à ce qu'aujourd'hui ça me glisse dessus et je n'y pense même plus. Parce que si j'avais été le responsable du dépôt de bilan, si j'avais été le comment dire, l'instigateur de par mes choix, j'aurais compris que j'avais merdé. Là, c'est la situation qui fait que notre président déclare qu'on est en guerre, tout s'arrête du jour au lendemain, du 20h05 où il annonce ça au journal de 20h jusqu'à quelques mois plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça plante comme ça? Donc effectivement, là, mentalement, au niveau perso, j'ai eu du mal à passer le cap. Après, effectivement, j'ai la chance que Séverine soit très résiliente et courageuse par rapport à cela. Donc un extrême accompagnement proche de Séverine des enfants, et puis après effectivement la bienveillance d'une ou deux connaissances, d'un ou deux copains qui m'ont pris sous leur aile en disant on te met à l'abri, t'inquiète pas, si tu reprends ta boîte, tant mieux pour toi, si tu la reprends pas, quoi qu'il arrive, on a besoin de toi dans l'entreprise pour diverses missions, etc. Et donc du coup, ça a mis au moins 18 à 24 mois et je suis policé en disant ça pour que ça ne devienne plus un irritant ou au moins un générateur d'émotions intenses que j'essayais de cacher, de masquer, mais qui se voyait énormément sur mon visage. Voilà. Moi, j'ai un avis complètement différent parce que justement, je commençais à être un petit peu usée, fatiguée, on va dire. Pour moi, c'était trop stressant d'avoir cette inconnue, cette incertitude. J'avais de moins en moins d'énergie pour se challenger. David parlait tout à l'heure de se faner quand il était salarié. Là, je trouve qu'on était arrivé dans une routine. C'était plus suffisant pour se sentir bien et heureux. C'est quand même curieux. Et pourtant, on avait tout. On avait de belles choses matérielles. C'était vraiment chouette. Oui. Mais sincèrement, ça ne me comblait pas. Ou plus à 100%. C'est intéressant, évidemment. Des jolis vêtements, une jolie voiture, un joli appartement, des jolis mobiliers, des super amis, parce qu'évidemment, quand on a un peu d'argent, ou quand on a un peu de moyens, tout ça, on côtoie des gens qui ont un peu les mêmes moyens que nous. Mais tout est un peu en surface, et ça, je me dis, mais ça, il y a quelque chose qui me manque. Ce qui fait que je m'étais détachée petit à petit, justement, en tant qu'enseignante contractuelle à l'époque. J'avais toujours un pied dans l'entreprise, mais je m'investissais de plus en plus auprès des élèves et c'est là où vraiment je me sentais utile. Et c'est pour ça que pour moi, sincèrement, ça a été un soulagement. Et je n'ai vu qu'une chose, c'est soutenir David et faire en sorte qu'il s'en sorte parce que je sentais, je peux pas dire encore une fois comment, pourquoi, mais je savais qu'on avait autre chose d'encore plus beau à vivre après. Et puis voilà là et c'est là vraiment comme disent les jeunes, on vit notre meilleure vie, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez mis des paillettes dans votre vie, quoi. Franchement, c'est ça. Donc là, vous êtes en Guyane. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi la Guyane? Comment est-ce que cette décision, elle a été prise? Est-ce que ça s'inscrit dans un parcours de vie plutôt pro ou est-ce que c'est plus une décision perso? Voilà. Qu'est-ce que vous foutez en Guyane? Ne venez surtout pas, laissez-la nous, tranquille. Ah ouais, c'est trop nul. Je dis ça parce qu'évidemment, c'est l'image que tout le monde en a. Elle est très méconnue, la Guyane, et on vous dit Martinique, Guadeloupe, waouh, super, belle plage et tout, oui. Ici, on n'a pas de belles plages. Si, mais on n'a pas de belles eaux, mais on a des belles plages. Il y a pas de l'eau est couleur coca ici, voilà. Oui. En fait, pourquoi la Guyane? Je vais me permettre juste de prendre la parole parce que tout commence justement au moment de la Poste, quand j'étais conseiller financier. Donc là, on est au tout début de ma carrière professionnelle. J'ai une cliente qui est guyanaise. Et je la vois tous les mois, parce qu'elle aimait bien venir. C'était son petit rendez-vous. On faisait des petites choses, un petit point, tout ça. À l'époque, on prenait encore le temps de parler avec les gens et tout ça. Ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Et elle me parlait de sa Guyane, l'ouverture au Brésil, qu'il faut aller en Guyane et tout. Et puis ça a fait son chemin. On n'avait pas trop Internet à l'époque. Mais je l'écoutais, quoi. Et puis j'ai quand même cherché des choses et tout. Puis on était prêt à acheter sa maison. On est au début des années 2000, quoi, à peu près, hein. On était tout jeunes et j'ai postulé. En Guyane, à l'époque. 2004-2005. J'ai 25 ans, en fait, ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis pas prise parce que la vie est très, très chère ici et j'étais contractuelle. Donc, on me dit, reste plutôt en France parce qu'ici, tu seras pas heureux. Si t'es pas heureuse à la maison, tu seras pas bien au travail. Et c'est que ça devait pas se faire à ces moments-là. Mais c'est ça.
Et puis pour le coup, on a vécu toute notre vie, toute notre aventure. Je tente le concours, on crée l'entreprise et tout. Et puis du coup, je retente le concours là parce qu'enfin, je le prépare pour de vrai, grâce au fait que David soit complètement disponible. Il est salarié maintenant, il est à la maison tous les soirs parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat faisait qu'il était absent tout le temps. Donc je pouvais pas moi m'engager sur autre chose. Je suis titularisée et puis là, je dis à David, mais faut pas chercher quoi, c'est maintenant. Et puis effectivement, par rapport à l'éducation nationale, qui a son bon vieux système bien archaïque en termes de nomination, de choses comme ça. Quand on te laisse le choix entre, attention, les personnes qui vont nous écouter habitent peut-être ici, donc ça va peut-être choquer, mais voilà, c'est mon avis. Quand on nous laisse, nous habitant la Drôme, quand on nous laisse le choix entre le 93 ou la Guyane, on n'a pas hésité une seule seconde, où on s'est dit personne ne voulant venir ici. Moi, ayant eu l'occasion de venir à plusieurs reprises en Guyane, parce que je faisais tous les dom-toms à peu près tous les mois dans le cadre de l'entreprise. Et j'avais eu l'occasion de venir en Guyane à de nombreuses reprises. Et moi, ce qui m'avait extrêmement marqué lors de mes venues professionnelles ici, c'est que quand je revenais en Guyane, je revenais dans la France des années 70-80, avec des vrais échanges humains, avec des vraies valeurs humaines. Il y a une voiture qui va s'arrêter en plein milieu de la route, le type va baisser sa vitre et va te taper la discute avec toi alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ça, c'est régulier, où effectivement, les gens te regardent, te disent bonjour, te saluent. On n'a pas l'eau où on voit nos pieds, ça c'est clair. On a la mer qui est à proximité, on est sur un département français qui est grand comme le Portugal, dans lequel on est 300 000 habitants, donc vous voyez la densité de population. On est entouré de jungle partout, d'animaux sauvages partout. J'ai pour habitude de dire que c'est nous qui habitons dans le zoo et ce sont les animaux qui sont nos gardiens. Et clairement, nous sommes arrivés par choix pour revenir chercher ce qu'on a connu dans notre jeunesse, à savoir les valeurs humaines, l'échange, le partage. Alors, là, on te présente ça comme tout si tout était rose. C'est le cas parce qu'on a décidé que tout allait bien. Il y a des choses qui sont au quotidien différentes. En fait, quand je dis différentes, je suis en train de réfléchir tout seul dans ma tête. Il faut oublier les standards métropolitains, il faut se mettre dans le costume. J'arrive en Amérique du Sud, je suis à 2 heures du Suriname, je suis à 2 heures du Brésil, tout ça en voiture. Les moyens de locomotion, il y a 4 routes en Guyane, la nationale 1, 2, 3 et 4. C'est de la piste, c'est de la pirogue, c'est vraiment une aventure. On est dans la jungle, mais avec des services, la preuve, on a la fibre qui là nous permet d'échanger. Faut oublier tous les standards métropolitains, c'est une vraie décision, et cette vraie décision, on l'a prise tous les deux en adultes, et on a décidé que pour le bien de notre fils de 16 ans Noé, on l'emmène avec nous. Ouais, moi j'ai pas choisi d'être là. Ouais, j'ai pas choisi. Sauf qu'il y a des choses qui sont marquantes, il y a des événements qui sont marquants. Je vais chercher Séverine et Noé à l'aéroport. Je n'ai jamais vu un sourire aussi éclatant accroché sur le visage de Noé. Parce qu'en fait, il y avait des irritants qu'il vivait au quotidien en métropole qu'il ne retrouve plus ici. Il en a d'autres, soit, mais ils sont différents. Et le coefficient d'emmerdement, il vivait mal en métropole, il ne l'a plus ici, ou il l'a différemment. Et il est totalement plus acceptable pour lui, donc en fait, il s'épanouit. Et ses grandes ailes s'envolent de plus en plus loin et de plus en plus haut. Et pourquoi pas quitter, mais cette parenthèse, enfin c'est quand même partir de France, hexagonale. Je partirais sur notre rencontre aussi. Là, on est en 1996. J'aime bien les dates. Je suis désolée. Non par choix, mais il est là. Il faut qu'il fasse son armée. Et moi, je suis retenue aussi en France parce que ma maman n'a pas voulu me laisser partir, jeune fille au père. J'avais tout monté, mon projet, tout ça. Et on est deux fracturés. Là, de l'étranger, dans un sens ou dans l'autre, et Pam, on se rencontre avec Dave. Et c'est le début de notre relation. Et ce qui fait que depuis qu'on est ensemble, on sait que on ira quelque part un jour ensemble. Et ce n'est qu'un début. Parce que pourquoi la Guyane aussi, c'est qu'on est sur un département régional d'outre-mer. Et donc on parle la même langue à peu près. Et surtout, ce qu'on fera, et ça c'est sûr, je postulerai très très bientôt en Polynésie française, et normalement, devrait se faire, ça devrait arriver. Et David aimerait bien avoir un petit temps aussi en Asie. Donc voilà un peu nos projets. Et puis évidemment, on fait tout pour, et il faut qu'on ait la santé pour tout ça. Et alors, où en Asie? Parce que c'est grand l'Asie.
Et oui, alors c'est rigolo parce qu'on a adoré la Thaïlande et puis à partir donc David va avoir 50 ans le 23 avril 2024. Donc le 24 avril 2024, il pourrait, s'il le souhaitait, s'installer en Thaïlande en tant que retraité là-bas. En gros, imagine, il est en télétravail, voilà, avec une entreprise française ou autre, où il est rentier, imaginons. Et parce que les Thaïlandais t'accueillent comme ça, parce qu'ils estiment que tu vas pas prendre de travail, et puis que tu es occidental et que tu as un pouvoir d'achat et tout et tout. Du coup, moi, ce que j'ai adoré, et puis c'est un cadeau de la vie que Titouan nous a fait il y a notre grand, il y a 2 semaines, mais papa, maman, ça vous dirait tenter une aventure au Vietnam? Et moi, que notre fiston demande ça, je me dis, mais waouh, ça pour moi, c'est un cadeau. Parce que ça veut dire qu'il a confiance en nous, ça veut dire qu'il a ça dans le sang, en fait. Puis je crois que il a hérité des gènes de ses parents dans le sens où effectivement entre l'Afrique du Sud, l'Ouest américain, Curaçao, les différents pays du monde dans lesquels il a eu l'occasion soit de travailler, soit d'être en stage, soit d'aller visiter. Sa petite amie mexicaine qui du coup, pareil, lui apporte une ouverture au monde absolument fabuleuse. L'école internationale, les cours en anglais depuis 3 ans qu'il effectue, où matin, midi, soir, nuit, week-end, etc. Il est avec des Thaïlandais, des Laotiens, des Sud-Américains. Il a un multiculturalisme avec les 30 élèves qui sont dans sa classe, qui font qu'en fait aujourd'hui le monde est juste son terrain de jeu et pour lui tout est ouvert, c'est-à-dire que il nous imagine très bien au Vietnam demain, et puis pourquoi pas se dire tiens, je monterais bien un petit business avec vous en apportant telle et telle compétence, vous apportant telle et telle compétence, et c'est notre fils du coup de 21 ans qui me challenge pour dire tiens, et si on montait un truc là-bas, et si on faisait un truc là-bas, et si oui, pourquoi pas au Mexique, et pourquoi pas ici, donc Et il sait il m'avait dit ça un jour, il n'y a pas si longtemps, juste avant de commencer son bachelor dans le management dans l'hôtellerie et la restauration, c'est de dire mais moi j'adorerais monter quelque chose avec vous, c'est vrai, c'est rigolo. Hein. Et du coup il demande à son amie vietnamienne alors est-ce que, mes parents, tu crois que ce serait intéressant pour eux, est-ce qu'ils pourraient s'installer un petit peu, un bout de vie quoi là-bas, hein, ouais mais est-ce qu'il parle bien anglais demande-t-elle. Titouan dit oui, papa, oui, maman, bon, on y travaille. Parce qu'elle lui dit, en effet, il cherche beaucoup de professeurs et il y a vraiment moyen il y a de la place, quoi. Mais voilà, faut assurer. D'où la nécessité de faire un petit saut aux États-Unis, tu vois. C'est la boucle est bouclée. Et oui, des moralités des histoires ou des parcours de vie qu'on a, c'est effectivement l'âge n'est qu'une date sur une pièce d'identité, parce qu'effectivement à 25 ans j'avais la même énergie différente en termes de rythme qu'à 50 soit, mais j'ai toujours avec Séverine ces 1000 projets en tête qui font que on les aboutira tous, c'est une certitude, avec la temporalité qu'on ne maîtrise pas, mais effectivement on a toujours autant de projets ou d'envies, et quel que soit l'âge, je crois qu'on n'arrêtera pas. Hein. Ouais, c'est ça qui est chouette. Tu parles de motivation, c'est ça, c'est penser positif, c'est vraiment voir le positif, c'est dans les moments difficiles croire en soi, c'est se dire que demain c'est encore plus beau, et puis accepter de pleurer, d'être triste, accepter d'être mal, accepter l'échec. Ça c'est pas facile, mais voilà, ça vaut vraiment le coup d'être vécu. La vie est belle. Ça fait partie des choses qui nous font rebondir, qui nous invitent à rebondir et à prendre un chemin un peu différent. Quelque part, c'est une douleur au début, mais après, c'est en fait, c'est une opportunité. Quand tu as envie de voir ça comme une opportunité, parce qu'effectivement, tu pourrais très très bien t'apitoyer sur votre sort, sur le nôtre il y a mars 2020, etc. Où on aurait très bien pu disparaître de la carte tout simplement, professionnellement ou humainement parlant. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est un risque aussi, comme un investissement. Et derrière, il faut être solide, c'est sûr, y croire, et être bien accompagné. Être bien accompagné, parce qu'effectivement, ça me faisait penser à la situation quand le Covid est passé par là. Tu avais bon nombre de personnes dans notre entourage qui s'apitoyaient 2, 3, 4, 5 fois plus sur notre sort que nous-mêmes. Et qui, du coup, en voulant poliment, gentiment, amicalement, familialement prendre des nouvelles, etc., avec un effet, c'est de nous remettre encore la tête encore plus sous l'eau, parce que leur vision tellement soit apitoyante, soit négative ou noire,
faisait qu'en fait, ils transpiraient. Alors, c'était adorable de leur part, soit, hein, mais c'était pas du tout ce dont on avait envie par rapport à qui nous sommes dans la vraie vie. Hein. On avait envie de voir le positif plutôt que de broyer du noir. Le podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, contribuer ? Moi, je verrais un synonyme immédiatement quand tu parles de contribuer, c'est partager. On est en 2024. On est dans l'ère des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, j'en passe et des meilleurs, Twitter, etc., LinkedIn ou autres, où bon nombre de personnes s'attachent à montrer ce qui fait briller, s'attachent à montrer quand tout va bien, s'attachent à montrer la belle plage sur laquelle ils se trouvent, le beau vêtement qu'ils vont mettre pour aller à telle soirée, la dernière option sur la bagnole qu'ils ont achetée, etc. Top, j'adore. Mais c'est pas nous. Contribuer pour moi, c'est partager. Partager ce qui marche, partager ce qui a marché et partager là où on s'est planté. Parce qu'on a fait de mauvais choix, parce qu'on a surconsommé, parce qu'on n'a pas pris la bonne direction. Et surtout, contribuer à croire en vous, parce qu'effectivement, il n'y a personne qui a la solution pour vous. Il n'y a que vous qui, du coup, avec vos ressources, avec vos envies, réussirez à donner le meilleur et puis à faire ce qui est important pour vous et pas pour le voisin, pas pour Insta, pas pour LinkedIn ou autre. Donc effectivement, entre la société d'apparence dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui tend un peu à s'atténuer encore, je trouve de plus en plus par rapport à il y a 2, 3, 4 ans en arrière, merci Covid, et la société dans laquelle moi je m'éclate, et ben, du coup contribuer pour moi c'est montrer vraiment la réalité des choses, c'est je suis heureux de qui je suis, de qui nous sommes, de ce que nous avons créé, de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Par contre, on a fait des conneries, on a pris des mauvais choix, on a pris de mauvaises décisions, et c'est formateur. Oui, c'est bien de se planter, hein. De se tromper, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est vrai que j'adore le dire aux élèves parce que dans le monde dans lequel je gravite, qui est l'éducation nationale, c'est le gros mammouth, et pourquoi je me suis lancée aussi, c'est que j'ai compris qu'on pouvait enseigner comme on est, et justement on est là pour faire bouger les lignes, et il y a du travail, hein, je sais. Mais quand je vois qu'avec de la bienveillance, avec les élèves, ce que ça apporte, avec du projet, tout, de croire en eux, mais quand je vois moi des étoiles dans leurs yeux, je suis heureuse, quoi. Donc c'est possible. Et la contribution, c'est ça pour moi, c'est tendre une main, donner de l'espoir et pour les plus démunis, parce qu'ici on a vraiment affaire à des personnes très défavorisées, et ça fait énormément réfléchir. Donc moi je trouve que contribuer, c'est ça, c'est au quotidien apporter quelque chose. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un dernier mot pour la fin ? Moi je vais prendre la parole. Je te remercie vraiment, vraiment sincèrement, Sabrina. J'ai été très touchée de ta proposition, parce que je me rendais pas forcément compte que notre vie, notre chemin de vie pouvait intéresser, pouvait être exploité. Et du coup, ça a permis de parler, de faire un petit état des lieux. Là, c'est très plaisant. Et puis, c'est tellement plaisant d'être à tes côtés, tellement tu es bienveillante et voilà, tellement professionnelle. Donc, je te remercie beaucoup de ce moment. C'était super chouette. Puis, on a eu l'occasion de papoter un peu. Une conclusion avec une ellipse sur la contribution. J'espère que ce podcast, ce moment partagé avec toi, sera une contribution à votre réussite, à votre nouvel envol, à votre nouveau départ par rapport à votre super challenge, qui fera que, avec notre modeste participation et les échanges sans filtre qu'on a pu avoir pendant ce moment, contribueront effectivement à faire que tout ce que vous mettez, toute l'énergie, tout l'amour que vous mettez pour vos équipes, elle va faire qu'effectivement ça va se transformer en positif par rapport à l'injustice dont on parlait tout à l'heure. Plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes réussites à vous, et puis j'ai totale confiance en Nico, en toi, en vous, en l'équipe, au groupe par rapport à tout ça. Merci beaucoup, merci pour ces mots très sympathiques de conclusion, et puis du temps que vous m'avez accordé pour ce podcast. C'était très riche, comme votre parcours, comme vos expériences, et puis nous on essaie de prendre des billets pour la Guyane très bientôt. Voilà.